Bien, eh bien, bonsoir à tous. Alors, j'espère qu'à distance, vous m'entendez bien. Je suis Valérie Berthaud, présidente de l'association Armement Économie de Défense de l'IHEDN et vice-présidente de l'Union IHEDN. Et nous avons lancé en partenariat avec l'association de l'armement terrestre eh bien, en début 2021 un cycle de conférences mensuelles. Au début en visioconférence, contexte Covid oblige, aujourd'hui en hybride. Eh bien, un cycle de conférences mensuelles sur des thématiques qui nous sont chères, que ça traite de géostratégie et de souveraineté, d'économie de défense, d'armement, technologie ou d'éthique de la défense. Et ce soir, on va être pleinement dans l'économie de défense. Nous avons le bonheur d'accueillir le docteur Grégory Chigolet et le contrôleur adjoint des armées, Paul Lacombe, qui vont nous entretenir ce soir sur les conséquences économiques de la guerre en Ukraine vers le concept d'économie militaire. Et je les laisserai nous exposer ce dont il s'agit. Il ne vous aura pas échappé que la crise ukrainienne a toutes sortes de conséquences. L'inflation est une thématique qui nous touche tous individuellement et dans nos entreprises. La pénurie, notamment la pénurie de composants, est quelque chose qu'on connaît bien, mais la pénurie d'autres ressources, la crise énergétique, le ralentissement de la croissance, une certaine instabilité, tout ça sont des effets que l'on constate tous les jours, à la fois en tant que citoyen, mais aussi pour ceux qui travaillent dans le secteur économique. Eh bien, nous sommes pleinement dans cette phase d'incertitude et d'instabilité. Est-ce que l'arme économique aujourd'hui est mal comprise, pas forcément bien maîtrisée, mais largement utilisée et peut laisser parfois démunis les différents protagonistes? Et je crois que c'est ce soir ce dont vous allez nous entretenir tous les deux. Alors, le docteur Grégory Chigolet, vous êtes diplômé en mathématiques de la faculté des sciences d'Orsay et titulaire d'un master en sciences politiques. Vous êtes docteur en sciences économiques et vous avez soutenu une thèse portant sur l'homologie entre la théorie de l'équilibre général et les systèmes de planification optimaux. Vous étiez déjà intervenu d'ailleurs sur les dynamiques de MCO et la formation des prix dans ce type d'instance. Vous avez enseigné la microéconomie et l'algèbre linéaire à l'université, puis en école supérieure de gestion, et vous avez exercé des fonctions d'adjoint au chef du bureau de pilotage des ressources de la DRH de l'armée de l'air, et vous travaillez actuellement à l'état-major des armées. Le contrôleur adjoint Paul Lacombe, vous êtes diplômé de Saint-Cyr, de l'IEP de Bordeaux, et ce qui nous fait un point commun de SCP Business School, l'École supérieure de commerce de Paris pour les intimes. Paul Lacombe, vous avez effectué une première partie de carrière au sein de l'armée de terre et dans la cavalerie et à l'OTAN. Vous êtes breveté de l'école de guerre et vous avez rejoint récemment le contrôle général des armées, puisque c'est en 2002. Avant d'aller un petit peu plus loin, les rendez-vous d'Athéna sont désormais parrainés par la société Alcimed. Alcimed est une société créée en 1993 par 2 femmes ingénieures de Centrale Supélec et qui est spécialisée en innovation et développement de nouveaux marchés dans les domaines de l'aéronautique, de la défense, mais aussi de la santé et de la pharmacie. Je dirais la vocation de cette entreprise forte de 220 consultants dans 8 bureaux répartis aux États-Unis, en France, en Europe, eh bien, c'est d'explorer des terres inconnues et puis de dessiner le monde de demain. Et c'est ce qu'ils nous, grâce à leur soutien, nous pouvons avoir ces conférences qui nous aident à mieux comprendre et mieux soutenir ce que sera le monde de demain. Je laisse la parole à nos 2 intervenants. Merci beaucoup. Bien. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci, Madame la Présidente, pour votre présentation et puis également pour votre invitation. Comme vous l'avez souligné, c'est la 2e fois que j'ai le privilège d'intervenir anciennement, je crois, mercredi d'Athéna, maintenant rendez-vous d'Athéna.
Et la première fois, nous avions disserté, pas tout à fait sur le MCO, mais sur la BITD, la base industrielle et technologique de défense. Donc, c'est toujours avec un grand plaisir que je reviens ici discuter d'un sujet un petit peu différent de celui de la BITD, mais enfin, qui a quand même des points communs certains, c'est celui du conflit ukrainien et de ses conséquences économiques. Bon, j'espère quand même qu'après cette nouvelle présentation, vous me réinviterez une troisième fois et que je vous en dissuaderai pas. Bien, avant de commencer, il me faut prendre une précaution d'usage. Comme vous l'avez rappelé, le contrôleur Lacombe, Paul, et moi-même sommes des ressortissants du ministère des Armées. Ceci étant, nous ne sommes pas là à ce titre aujourd'hui, nous sommes là à titre privé, et selon la formule consacrée, le ministère n'entend donner aucune approbation ni réprobation à nos propos. Bon, j'espère quand même qu'ils ne les réprouveront pas trop, mais officiellement, ils ne donnent aucune approbation. Alors, le point de départ de notre travail commun avec Paul, c'est évidemment le déclenchement du conflit ukrainien. Ce conflit, étant économiste, puis Paul étant aussi intéressé à l'économie, c'est sous cet angle que nous l'avons abordé. Et nous avons été d'emblée marqués par l'importance que prenait l'économie, l'analyse économique au sein de ce conflit. Alors, dire que l'économie intervient dans les conflits, il n'y a pas grand-chose de nouveau là-dedans, hein. C'est assez évident qu'on a besoin de l'économie en amont pour préparer à la guerre, pour fabriquer les munitions, pour fabriquer le matériel, c'est une évidence. Et puis, c'est une évidence qu'on a besoin de l'économie aussi après pour simplement soutenir la guerre, soutenir l'effort de guerre. Bien. Mais ce qui nous a marqué là-dedans, c'est surtout la multiplication des concepts. Outre les concepts classiques de sanctions économiques, un peu belliqueux, de bataille économique, eh ben, il y a d'autres concepts qui surgissent, assez diffus d'ailleurs, de conflits économiques, de pression économique, de guerre économique, d'économie de guerre, d'économie prête à la guerre, donc de sanctions économiques, de coordination économique de la guerre, etc. Et j'en oublie. Ces concepts ont évidemment leur pertinence. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne sont pas seulement le fait de théoriciens qui seraient là pour avoir le plaisir de conceptualiser. La plupart du temps, ces concepts sont aussi le fait de praticiens. Par exemple, celui d'économie prête à la guerre, que je viens de mentionner, m'a été suggéré par la CIM, c'est-à-dire l'organisme responsable du maintien en conditions opérationnelles du matériel militaire. Donc, il y a ce besoin de conceptualisation qui s'est fait jour, et ce qui nous a invités, avec Paul, peu à peu, à essayer de définir un cadre plus large, un cadre global, une théorie englobante que j'ose appeler une espèce de théorie générale de la guerre, et qui a vocation à expliquer tous les problèmes économico-militaires à travers donc, ce cadre d'analyse. Et ce soir, c'est en quelque sorte ce cheminement qu'on voudrait vous présenter, partant d'une analyse assez classique de la guerre économique, à un besoin de théorie, et à une théorie, pour en arriver à une théorie générale de la guerre et des relations économico-militaires qu'on a appelées l'économie militaire. Alors, un petit mot avant d'entrer dans le détail de la présentation sur la méthode qu'on va utiliser ce soir. On a décidé, pour rendre notre présentation un petit peu plus vivante, de ne pas se répartir les slides. On va essayer de rebondir l'un l'autre sur nos propos, à la fois pour éviter d'endormir la salle, et puis surtout, on se dit que comme ça, vous serez moins tenté d'aller voir le match de foot, et au moins c'est cette concurrence. Donc, on va essayer de rebondir. Peut-être que ça se fera un petit peu au détriment de la clarté du propos, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on assume, ça sera certainement plus vivant. Je propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Le 24 février dernier, comme nous le savons tous, après une longue phase d'incertitude, la Russie a franchi la frontière ukrainienne dans le but de mettre fin au régime nazi, selon les autorités russes, de Kiev. Cet épisode est en réalité le deuxième round, on peut dire la poursuite d'un conflit qui a été déclenché il y a 8 ans dans le Donbass. Je ne reviendrai pas sur l'enchaînement qui a mené des révoltes Maïdan jusqu'à l'annexion, du moins les occupations, les guerres dans les oblasts de Donetsk et Louhansk. Mais
pour les Européens, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2014, c'était un conflit qui était encore lointain. Alors, d'office, on va éviter ce soir de parler des origines initiales de ce conflit, mais il faut se souvenir que l'Ukraine n'adhère et n'était pas adhérente déjà à cette époque, ni à l'Union européenne, ni à l'OTAN. C'était quelque chose pour l'opinion française, notamment, qui était un conflit qui s'approchait des frontières de l'Europe, mais qui était encore jugé comme étant lointain. Donc, en 2014, les réactions ont consisté avant tout à mener ce qu'on sait bien faire, des sanctions économiques à l'encontre de la Russie. Et le rythme de ces sanctions n'a pas été extrêmement brutal. 17 et 20 mars 2014, les premières sanctions que l'on voit, c'est des sanctions à l'encontre de personnalités russes, les interdictions de voyager dans l'Union européenne, le gel d'actifs financiers. Il faudra attendre le 12 septembre pour interdire d'accès aux banques russes et à certaines compagnies pétrolières au crédit européen. C'est aussi à ce moment-là qu'on interdit l'exportation de biens qui pourraient être utilisés par la Russie à des fins militaires ou aussi pour les équipements pétroliers. Les sanctions, il faut le noter, c'est quelque chose aussi qui intervient en ordre dispersé. Les sanctions de l'Union européenne ne sont pas celles des États-Unis ni celles que prennent les États. Tout cela s'accumule plus ou moins. Les États-Unis, par exemple, de leur côté, prennent un International Emergency Economic Powers Act qui entraîne des effets très similaires à ceux que j'ai décrits, qui sont ceux de l'Union européenne. Voilà, pareil, on cible des personnalités, des banques, des entreprises qui peuvent être liées à l'armement. Voilà. Cependant, il faut voir qu'il n'y a pas vraiment de débat en 2014 sur ces sanctions. Il y a trois camps. Ceux qui considèrent que ça va marcher, ceux qui considèrent que ça ne sert à rien et ceux qui considèrent que c'est mauvais pour la population. Et ce discours-là, en fait, on continue à le voir. Et effectivement, et un débat peut être mené sur les conséquences à court, moyen et long terme des sanctions. Mais ce qu'on oublie de regarder, c'est que souvent, dans ces débats-là, on oublie quelque chose, c'est les réactions russes. Les Russes ne sont pas restés inertes face à ces sanctions et elles ont pris des contre-sanctions, notamment en restreignant les importations alimentaires et en interdisant de séjour, ça veut bien marcher, bon, ça ne veut plus marcher, en interdisant de séjour des personnalités de l'Union européenne. Il y aura bien quelques interrogations il y aura bien quelques interrogations en France, notamment, on le voit dans les questions parlementaires, des éleveurs français sont touchés par les sanctions. On avait on avait beaucoup d'exportation de la filière porcine française vers la Russie. Mais ça reste un sujet finalement annexe dans l'opinion publique. En 2022, c'est très différent. Les sanctions, déjà, elles sont prises beaucoup plus rapidement. Dès le 25 février, fermeture d'espace aérien aux compagnies russes, suspension, limitation de visa, et qui commence à affecter un peu plus largement les citoyens russes, et aussi des restrictions accrues sur le commerce. Les objectifs sont assez clairs. Volonté de limiter l'accès des Russes à certains produits technologiques qui peuvent être employés dans la fabrication d'armements, réduction d'exportation vers la Russie de véhicules, de produits de luxe, etc. On commence à réfléchir à réduire les importations de gaz, à réduire les importations d'acier, et l'Union européenne n'est clairement pas dans la même situation que le Canada, qui décide clairement de l'arrêt de l'importation du gaz, mais qui bénéficie de son côté de sa proximité avec les États-Unis pour compenser les approvisionnements. On a aussi l'exclusion d'un certain nombre de banques russes du système d'échange SWIFT. Et enfin, on va avoir des interdictions d'investissement dans certains secteurs, dont ceux de l'énergie russe. L'opinion publique, cette fois, est beaucoup plus sensible et met la pression sur les entreprises occidentales qui ont des intérêts en Russie. Un certain nombre d'entre elles rentrent, ferment boutique là-bas, revendent leurs actifs, parfois pour l'euro symbolique, sous la pression de l'opinion et aussi parce que l'avenir commercial avec la Russie tend à se fermer. Certes, alors les États vont, encore une fois, je l'ai dit, ont adopté des mesures
différentes les uns par rapport aux autres. On peut regarder certaines bases de données. Il y a un Global Sanctions Database qui dépend de l'Université de Philadelphie qui fait un excellent listing de toutes les sanctions qui existent, une très bonne analyse par les pays, par secteur, etc. On pourrait se pencher largement sur les sanctions. Nous, on va se focaliser plutôt sur les relations qu'il y a entre Européens et Russes. Alors, avec la diapo qui s'affiche ici, est assez intéressante parce qu'on pourrait croire, a priori, voir ça comme une espèce de revue de presse où on distingue les trois camps dont Paul vient de vous parler. Oui, effectivement, il y a trois camps qui se distinguent, des gens qui pensent que les sanctions vont faire en sorte que la Russie est sur le point de s'effondrer, d'autres qui ne savent pas trop, puis enfin, d'autres qui considèrent que c'est tout à fait inefficace. Alors, c'est une revue de presse, on pourrait croire que c'est tout simplement une extrapolation de journalistes un peu perdus qui ne savent pas trop comment interpréter les choses. Mais ces fractures se retrouvent aussi chez les économistes. Quand vous regardez un peu les principales publications économiques, il y a de tout. On retrouve ces trois camps. Alors, ces trois camps sont aussi une division théorique économique, une division entre les macroéconomistes. Et pourquoi y a-t-il autant de divisions chez les macroéconomistes? Tout simplement parce que sur le plan théorique, la macroéconomie souffre d'une difficulté, c'est que beaucoup de ces thèmes sont passés dans le langage courant. Et de ce point de vue-là, il y a une espèce de discours intuitif qui transcende la macroéconomie et qui s'oppose à une autre partie de l'économie qu'on appelle la microéconomie, qui, elle, est une partie de l'économie très axiomatisée et qui ne tolère aucun discours approximatif, puisqu'il s'agit de prendre des notions économiques et de leur donner une représentation mathématique et de mettre en lien ensuite ces représentations mathématiques entre elles. Bien. Alors, c'est un peu aussi de là dont germe notre idée de faire une théorie plus générale, une théorie économique militaire qui arrive à dépasser un peu ce langage intuitif, courant des macroéconomistes, pour arriver à amener dans ces analyses de l'économie militaire une rigueur, peut-être pas mathématique, ça serait un petit peu prétentieux, mais de moins une rigueur supplémentaire qui permet de ne plus être dans un simple discours intuitif. Grégory parlait d'un petit peu d'abus de langage en matière économique, dans le langage courant, et c'est un petit peu la même chose dans le langage de la guerre. Vous vous souvenez de cette phrase « nous sommes en guerre », qui est utilisée de façon assez récurrente, nous sommes en guerre économique. Revenons-en à une comparaison qui est intéressante, dont nous avons beaucoup entendu parler, si vous voulez passer à la diapositive suivante, qui porte sur la comparaison entre le produit intérieur brut espagnol et le produit intérieur brut russe. Je pense que vous vous souvenez de ce discours. Alors, j'ai eu du mal à le dater. J'ai fait une brève recherche sur Internet pour essayer de retrouver l'origine selon laquelle, finalement, le PIB espagnol, le PIB russe sont les mêmes et par conséquent, la Russie devrait abandonner tout aventurisme militaire parce qu'il, en fait, est un tout petit PIB. Et si on compare le PIB russe, qui est d'à peu près 1600 milliards de dollars, 1700 milliards de dollars à celui des pays de l'OTAN, en tout 40 000 milliards de dollars, on pourrait penser que la Russie allait abandonner, allait éviter de combattre. Donc, si notre logique est une pure logique de rapport de force guerrier, cela ne suffit pas. Et pourtant, on a vu dans le début de la guerre, en 2022, cette répétition selon laquelle nous allions écraser économiquement la Russie, notamment du fait de la faiblesse de son PIB. On pensait et on voulait croire que les sanctions économiques pourraient suffire à contraindre la Russie à cesser son offensive. C'est aussi une façon, en quelque sorte, de rentrer dans une co-belligérance, d'être partie prenante au conflit, mais sans être identifié comme étant acteur. Donc là, il y a des questions stratégiques importantes qui se jouent derrière, mais il est quand même important de faire attention aux termes qui sont employés. Et là, clairement, ces comparaisons sont parfois excessives. Et je voulais vous montrer ce tableau justement parce que la comparaison entre les PIB est assez parlante. Si on regarde juste le PIB, effectivement, on peut penser
qu'il y a une sorte d'équilibre entre l'Espagne et la Russie. Si on commence à regarder un petit peu dans le fond les productions industrielles, on voit que finalement, ils ne fabriquent pas la même chose. L'Espagne, l'agroalimentaire, la métallurgie, les automobiles. Alors, les deux derniers, métallurgie et automobile, ça peut servir pour la guerre. En revanche, la Russie, on voit tout de suite sa puissance dans les ensembles de matières premières, l'aéronautique, le spatial, l'armement, notamment le nucléaire. Et donc, tout de suite, on se rend compte que non seulement la Russie dispose d'une industrie forte, axée sur l'armée, mais si on regarde aussi la structure des exportations et des importations, on voit aussi que leur dépendance, leur exposition à l'international est moindre. L'Espagne est beaucoup plus dépendante aux exportations, aux flux commerciaux mondiaux que la Russie. C'est quelque chose que nous reprendrons plus tard, mais qu'il faut bien avoir en tête quand nous faisons attention, quand nous commençons à étudier les pays et à utiliser des termes économiques. Alors effectivement, pas d'aventure militaire hasardeuse. C'est ce que cette comparaison avec la Russie, avec l'Espagne pour la Russie, délivre comme message. La Russie, pays dont le PIB ne permet pas des aventures militaires. Autre message, avec un pays si faible économiquement, les sanctions vont fatalement finir par marcher, puisque c'est un petit pays, et puis pour peu que on s'accroche à les sanctionner, finalement ça va marcher. La situation est quand même un petit peu plus complexe que ça. Paul l'a dit, il faut d'abord regarder un peu la structure de leur production. Ce n'est absolument pas la même chose. On comprend bien qu'un pays qui produit, je ne sais rien, quelque chose de simple, n'a pas du tout, alors je vais éviter de prendre des exemples, mais un pays qui produit quelque chose de simple n'a pas du tout la même capacité qu'un produit qui produit des composants extrêmement complexes. Bien. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a étonné finalement dans ce tableau, c'est qu'on n'a pas mis les poids des secteurs respectifs au pourcentage du PIB. Parce que c'est, à vrai dire, pas le message prioritaire que l'on veut délivrer. Je pense qu'ici, il faut focaliser plutôt notre attention sur le degré d'ouverture de chaque pays au commerce international. Et que voit-on? Que l'Espagne est un pays qui est beaucoup plus impliqué dans le commerce international, qui exporte beaucoup plus, le pourcentage du PIB, et forcément, s'ils exportent beaucoup plus, ils ont des revenus qui leur permettent d'importer. La Russie est un pays moins ouvert au commerce international. En réalité, c'est deux modèles de développement économique différents ici. Vous avez d'un côté l'Espagne qui est partie prise du commerce international et qui cible sa production sur quelques secteurs privilégiés, là où elle a un avantage comparatif. On y reviendra sur cette notion d'avantage comparatif, mais là où elle a un avantage comparatif, là où elle est relativement productive, et ce qui lui permet d'exporter à bas prix et d'avoir des parts de marché. Et en contrepartie, elle délaisse un ensemble d'autres productions pour importer ce dont elle a besoin. La Russie, c'est un peu différent. Elle essaye de produire de tout. Elle essaye de produire d'abord pour elle-même, quitte à exporter ensuite son surplus de production. Ces deux modèles radicalement différents. Le premier, si j'adopte la langue des économistes, le premier, c'est une croissance déséquilibrée qui privilégie certaines productions. Le second, c'est une croissance équilibrée. Mais ne voyez pas dans ces mots déséquilibre et équilibre un jugement de valeur. Pas du tout, c'est tout simplement deux modèles différents de développement. Et avec aussi des conséquences différentes. Le problème d'un modèle de croissance déséquilibré, c'est que vous êtes très dépendant, finalement, de vos importations. Parce que vous produisez qu'un tout petit nombre de biens, et puis le reste, vous dépendez des pays qui produisent ce dont vous avez besoin. Dans un modèle de croissance équilibrée, c'est un peu différent. Cette fois, vous êtes beaucoup plus autonome, souverain, mais vous avez un problème d'inflation. Oui, parce que vous produisez des biens dans lesquels, en réalité, vous êtes peu productif pour les produire, et forcément, ça vous revient plus cher de les produire. Donc, vous êtes soumis à un petit peu plus d'inflation. Et d'ailleurs, ça se voit très nettement quand on observe la Russie. À partir du moment où la Russie, en 2014, fait le choix d'une croissance équilibrée, c'est-à-dire après l'invasion de la Crimée et les premières sanctions européennes, la Russie a une inflation
qui commence à dépasser les 10%, au lieu d'à peu près 6 ou 7 précédemment. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici, je le répète, c'est deux modèles de développement, deux modèles de croissance qui s'affrontent. Encore une fois, comme en 2014, la Russie a pris des contre-sanctions, il ne faut pas l'oublier. Et cette fois, il y a quelque chose qui est assez différent dans l'opinion occidentale, c'est que autant en 2014, la question des sanctions, l'effet de la guerre était resté quelque chose de lointain, cette fois, on sent le retour de bâton face aux sanctions, avec les sanctions russes qui vont pouvoir s'imposer, notamment sur l'énergie. De plus, la guerre, il faut le voir, se déclenche dans un contexte de reprise économique post-Covid. Et à ce moment-là, il y a une fragilité particulière. Donc, lorsque la Russie riposte, encore en interdisant d'entrer certaines personnes sur le territoire russe, en restreignant les exportations de gaz, en exigeant que le gaz soit payé en roubles, et d'ailleurs, comme la Bulgarie et la Pologne ont refusé de le faire en avril, le 27 avril, la Russie leur coupe le robinet, on voit que la Russie demeure en position de force quand même dans un certain nombre de domaines. Et la Russie sait jouer d'un certain nombre de leviers face aux États européens. Le levier de l'énergie réussit à maintenir une incertitude. Et l'incertitude dans l'économie, c'est quelque chose qui est particulièrement déstabilisant. La Russie, donc, ne se laisse pas faire. Et quand on en revient à ce débat sur les trois camps, ceux qui pensaient que les sanctions étaient inutiles, celles qui étaient utiles ou dangereuses, en fait, finalement, une nouvelle question survient, c'est finalement, ne sommes-nous pas nous-mêmes tirés une balle dans le pied à travers les sanctions que nous avons prises? Au-delà de l'efficacité, qu'est-ce que cela nous coûte à nous aussi? Et en fait, y étions-nous préparés? Comment, je recule encore dans la décision, étions-nous préparés? Avions-nous conscience des décisions que nous allions prendre? Étions-nous aussi prêts à prendre ces décisions? Dans quel contexte les avons-nous prises? Étions-nous conscients de nos vulnérabilités? Et sommes-nous prêts aussi à assumer le coût de ces sanctions? Grégory et moi, on vient de deux mondes relativement différents, celui de l'économie et plutôt celui des armées. Et l'amiral Finas, qui était un directeur de l'école de guerre il y a quelques années, avait beaucoup insisté sur la croisée des mondes, sur le fait que finalement, les confrontations d'univers différents amenaient un surplus dans la réflexion. Et c'est ce qu'on va vous proposer. Alors certains seront peut-être parfois, sur certains sujets, un petit peu seront alléchés, puis ils trouveront qu'on ne va pas assez loin, d'autres trouveront que nous enfonçons des portes ouvertes, et je pense que tout l'intérêt, c'est d'essayer de lier trois sujets, et on va pouvoir parler à fond de chacun de ces sujets, qui sont celui de l'économie au sens général, des sanctions internationales aussi, qui nous intéressent, et puis le sujet stratégique, plutôt militaire, de la guerre en Ukraine. Et on va essayer à partir de ces thématiques-là, de vous amener un éclairage supplémentaire. Donc, nous parlerons dans une première partie de la situation économique dans laquelle nous étions avant 2022. Donc là, il faut revenir un petit peu aux fondamentaux, savoir où nous en étions. Ensuite, nous parlons plus précisément des conséquences directes du conflit avant de parler des sanctions. Alors, pour comprendre la situation, il faut revenir aux fondamentaux économiques. Et là, nous vous proposons de commencer par une analyse rapide dans la situation dans laquelle nous étions à la fin de l'année dernière. Alors, il y a sans doute plusieurs façons d'aborder le sujet, et nous nous focalisons sur un phénomène qui nous est devenu assez familier, qui est celui de l'inflation. Alors, la situation économique en France était loin d'être idéale avant le 24 février 2022. On notait déjà un certain nombre de tensions qui auraient pu, même sans la guerre en Ukraine, engendrer la crise que nous connaissons actuellement. Et là, si on regarde ce tableau qui est intéressant, qui vient de la dernière enquête de conjoncture de la Banque de France, nous voyons en fait depuis 2018 un certain nombre de sujets qui ont créé de l'incertitude. Le mouvement des Gilets jaunes fin 2018, les grèves dans les transports fin 2019. D'ailleurs, c'est intéressant, je reviendrai de temps en temps dans l'exposé sur les liens qu'on peut avoir entre certains phénomènes et plus précisément les armées. Savoir, par exemple, ce phénomène de grève dans les transports fin 2019 a accéléré le déploiement de moyens de portabilité
du travail dans le ministère des Armées, notamment à travers ce que certains connaissent, les clés tokens. On avait commencé à expérimenter ça et c'était accéléré à ce moment-là, ce qui fait que ça nous a un petit peu préparé aussi pour la crise Covid. Puis, 17 mars 2020, le moment que tout le monde connaît, après une certaine période de tension, débute le premier confinement. Il est levé à l'été, cela recommence en octobre, un troisième à tuer, avant qu'on retrouve maintenant une certaine forme de normalisation. Alors, ce n'est évidemment pas un hasard si on a commencé par une planche sur l'incertitude. L'incertitude est le parent pauvre de la théorie économique. Si j'osais une formule un peu choc, je dirais que la certitude, on en parle beaucoup, mais on ne la considère pas en économie. Et si vous prenez la plupart des théories économiques, et certainement celle extrêmement dominante actuellement, la théorie dite néoclassique, par hypothèse, il n'y a pas d'incertitude. Parce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'incertitude pose de redoutables problèmes pour l'économiste. Ça nécessite de comprendre quelles vont être les anticipations des agents sur le futur, quelles vont être la réaction des agents, quelles vont être les croyances des uns et des autres. Keynes, à propos d'incertitude, et notamment du comportement des entrepreneurs dans une situation incertaine, parlait d'esprits animaux. C'est très compliqué à déterminer pour des économistes. Pourtant, c'est quelque chose qui a une dimension essentielle. Et encore plus lorsque l'on a, comme on l'a dit précédemment, des modes de développement différents. On comprend aisément que lorsqu'on a un mode de développement fondé sur une croissance déséquilibrée, où on est très dépendant de ce qu'on va importer, l'incertitude est capitale. Parce que s'il y a un choc exogène, c'est le terme que les économistes aiment bien employer, un choc exogène qui vient perturber la production de quelque chose d'essentiel dont vous avez besoin, vous êtes un peu le bec dans l'eau. Évidemment, on l'a vécu récemment avec l'affaire des masques et plusieurs affaires de ce type récentes. Donc, cette incertitude, en réalité, pour comprendre la guerre, pour comprendre l'impact qu'elle a sur les modes de développement économique, va être quelque chose de fondamental. Et cette incertitude joue certainement beaucoup plus en défaveur de celui qui a un régime de croissance déséquilibré, c'est-à-dire les États occidentaux, que celui qui a une croissance équilibrée, qui essaye de tout produire. Donc, pour en revenir à un indicateur que les gens suivent beaucoup plus, c'est l'indicateur du produit intérieur brut. C'est clair, la crise Covid a donné, durant l'année 2020, un véritable coup de frein à l'économie. On voit bien la chute brutale des économies, de la croissance économique à ce moment-là. Voilà, on va insister dessus. Et on va passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Et en France, mais comme ailleurs, finalement, les mesures gouvernementales vont geler plus ou moins la situation économique grâce au soutien massif que l'État va donner, et ça va déboucher, finalement, là, c'est un indicateur qu'on connaît bien aussi, qui est l'augmentation massive de la dette publique. Et on voit que finalement, cette augmentation est similaire dans les autres États. On n'insistera pas sur ce point, mais c'est aussi un facteur économique qui compte lorsqu'on doit prendre des décisions économiques, lorsqu'on doit relancer l'économie. La dette que l'on a déjà peut peser. Et la reprise économique, finalement, n'est pas un chemin tranquille. L'État s'implique pour relancer l'économie, mais finalement, après plusieurs mois d'arrêt, l'activité peine à reprendre. Alors, on pourrait s'intéresser à des questions internes aux entreprises déjà, dont celle de la base industrielle des technologies de défense. Comment s'organise le travail dans un contexte qui est marqué encore par le télétravail, qui est marqué par cette vague de grandes démissions dont on parle, avec des difficultés d'embauche? Comment arrive-t-on à résorber le gel d'un certain nombre de chantiers, de projets, de formation? Mais c'est aussi vrai en matière de commerce international. Et sur ce graphique, on voit bien la remontée plus lente des courbes des importations et des exportations. On voit que l'activité remonte, les courbes jaunes et rouges, celles que vous voyez en dessous, finalement, remontent plus lentement. Alors, il y a plusieurs raisons. La Chine continue à pratiquer sa politique de zéro Covid, elle continue à confiner sa population. Donc, ça désorganise fortement l'industrie chinoise.
la production des composants électroniques chute. Alors tout le monde a appris l'existence de quelque chose qui est essentiel, qui sont les semi-conducteurs. Je pense qu'il y a quelque temps, personne ne savait ce que c'était, ou presque. Maintenant, on sait à quel point c'est indispensable pour la production industrielle. D'accord, Apple a dû retarder son iPhone 14. Stellantis a dû prendre des tableaux de bord un peu plus basiques que les tableaux de bord très technologiques, mais aussi la filière aéronautique. Très clairement, les motoristes comme Safran peinent à s'approvisionner. Et là, on commence à réfléchir à toutes les conséquences que cela peut avoir sur la chaîne de production, parce que si le motoriste est en panne, derrière, Airbus va avoir du mal à construire. Et évidemment, quand on a une pénurie qu'il existe, pas de fournisseurs de prostitution, ni de produits de substitution, on a généralement aussi une augmentation des prix. Et on touche ici un petit peu les limites de la division internationale du travail, correspondant un petit peu à ce qu'on avait promu durant une trentaine d'années avec le déploiement de la coopération, comme disait Grégory. Finalement, on a réparti mondialement les productions en fonction des avantages comparatifs de chacun. Et on a mondialisé en déréglementant les économies, mais aussi parfois, et c'est possible qu'on puisse le dire ici, en les désorganisant. On reparlera un petit peu plus loin de Ricardo, en voyant à quel point c'est quelque chose. David Ricardo, donc le penseur pour des avantages comparatifs, finalement, voir comment il reste quand même un penseur persistant dans la pensée occidentale et dans la façon dont on a conçu les sanctions. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur la situation économique avant la guerre, avant le déclenchement du conflit. Et effectivement, je crois que nous avons été pris, après la période Covid, d'une euphorie collective concernant la remontée du taux de croissance, et nous n'avons pas vu la fragilité de nos économies. Le chemin l'expression que j'aimais utiliser pour qualifier la situation économique de l'année 2021, c'était la ligne de crête. Une économie qui était affligée d'ambition, qui était affligée de paramètres contradictoires. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, pour bien comprendre, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la crise Covid? Pour relancer l'activité, on a déversé massivement de la monnaie. Et pour s'assurer, quand vous déversez de la monnaie, vous avez deux solutions. Soit les gens, avec cet afflux de monnaie, consomment immédiatement, soit, si la situation est incertaine, comme on vient de le dire, incertitude, si la situation est incertaine, ils épargnent. Et s'ils épargnent, ça ne fait pas avancer l'affaire, hein. Vous avez une économie toujours moribonde. Donc, il faut les dissuader d'épargner. Et pour les dissuader d'épargner, la meilleure façon de faire, c'est que leur épargne ne leur apporte rien. C'est donc de baisser le taux d'intérêt. Et là, on était déjà dans une situation un peu tendue, parce que c'était la reprise, vous déversez de la monnaie, vous baissez les taux d'intérêt, et de manière très massive, parce que le taux d'épargne était énorme, des fois c'était jusqu'à 33% de disponible brut dans certains pays, et vous créez naturellement une tension inflationniste, apparition de l'inflation. Et pour réduire cette inflation, après tout, cette inflation dans certains pays, elle est endémique, c'est quelque chose de tolérable comme en Russie, mais pas dans les pays occidentaux. La BCE a un objectif de stabilité des prix de 2%. La BCE ne peut pas, la BCE, la Fed ne peuvent pas émettre des taux d'inflation de 6, 7, 8, 9, 10%. Donc la réaction à ce moment-là de la Fed, de la BCE, c'est tout simple, c'est augmenter les taux d'intérêt, avec le risque tout de suite que cela engendre, c'est de compromettre la reprise qui a été initiée. Et donc, partant de cette situation, dont les banquiers centraux étaient évidemment conscients, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remonté pas à pas les taux d'intérêt, petit à petit, pour éviter de compromettre la reprise. Mais enfin, la situation était tellement tendue, il y avait une telle tension, la reprise était si vive, que l'inflation, que ces petites augmentations des taux d'intérêt n'avaient pas l'effet escompté. Et donc, nous en sommes venus à une situation où il faut maintenant augmenter de manière violente les taux d'intérêt. Donc, vous le voyez, déjà, avant la guerre en Ukraine, la situation était déjà compromise. Les données étaient déjà contradictoires.
nous avions déjà un risque d'inflation extrêmement important. Et la guerre en Ukraine n'a joué que le rôle d'accélérateur. Il a rajouté une pénurie dans un contexte où la pénurie était déjà forte et engendrait une inflation. Nous allons donc regarder plusieurs indicateurs qui vont nous amener jusqu'à la question de l'inflation. Bon, j'arrive décidément pas là-dessus. Le premier élément, c'est pour lancer. Je vais quand même enchaîner parce que il y a encore beaucoup de choses à dire. Premier élément, premier indicateur que je vous propose, c'est le prix des conteneurs qui vient c'est un indicateur spécialisé et on voit qu'en fait, ces conteneurs sont passés à peu près de l'ordre de $2000 en octobre 2020 à un prix de 14 000 à 15 000 $ en octobre 2021 avec un pic à 20 000 $ en septembre 2021. On voit là l'effet de la reprise sur les transports maritimes. Il faut voir que voilà, autant le prix des conteneurs, c'est aussi derrière, on va voir les prix des affrètements qui sont derrière. Donc ça, déjà, vous voyez la tension qu'il peut y avoir sur le commerce international. Ça marque aussi l'incertitude dans le commerce international. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on a une incertitude? Une entreprise se couvre, elle se protège. Et donc ça, tout ça, c'est des coûts en plus qu'elle va devoir porter sur ses clients. Ensuite, c'est peut-être anecdotique, mais là, on va le voir très clairement. L'obstruction du canal de Suez par le porte-conteneur Ever Given le 23 mars 2021. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Vous voyez que le goulet d'étranglement qu'on voit ici sur cette diapositive montre à quel point, finalement, on est vulnérable, nos économies sont vulnérables aux flux commerciaux. Et donc, cette situation de tension sur les approvisionnements ne peut pas s'éterniser sans poser à un moment la question du maintien de l'écosystème productif des entreprises. Élargissez aussi vers la BITD, etc. Comment maintient-on finalement ses compétences, ses débouchés, ses clients, ses fournisseurs, les sous-traitants? Comment maintient tout cet écosystème dans finalement un fonctionnement qui est aussi déséquilibré? Ici, je parle essentiellement du commerce international. Ensuite, la période de reprise coïncide aussi avec une période de reprise de la consommation. Alors, on l'a déjà un petit peu abordé sous l'angle de la monnaie, mais sur ce graphique-là, vous voyez bien la consommation qui s'effondre d'à peu près 30%, passant de 47 milliards en février 2020 à 33 milliards. C'est une chute voilà, de 14 milliards, 30% d'effondrement de la consommation, c'est colossal, pour rebondir finalement à 50 milliards dès juin. Et même s'il y a une rechute en novembre 2020, deuxième confinement, finalement, on voit que l'effet de la consommation, l'effet lié à la consommation de l'épargne est frappant. Ensuite, si nous continuons à nous focaliser sur l'inflation en France, il y a un phénomène assez intéressant en 2021. En France, nous n'en avons pas forcément conscience de cette inflation qui monte. Et effectivement, quand on regarde les taux d'inflation, 2021, c'est encore jugulé. Nous verrons après une comparaison avec les autres pays européens. Pourtant, en 2021, il y a des indicateurs qu'on aurait pu regarder un peu plus précisément. Le prix des voitures neuves, en fait, augmente de 5%. C'est une hausse qui se poursuit en 2022. À cela s'ajoutent aussi, toujours dans l'automobile, des questions qui sont liées à la transition énergétique, au besoin d'investir, de s'approvisionner en lithium, qu'on n'a pas en France, ou pas encore. Il est temps de s'interroger aussi sur le lien entre inflation et salaire. En 2021, nous sommes dans une situation de reprise un peu particulière, avec des embauches qui sont difficiles, les gens qui démissionnent. On voit bien que tout ça engendre une pression à la hausse sur les salaires. Les prix à la consommation va augmenter du fait et donc les prix vont augmenter parce que quand il n'y a pas assez de produits, forcément, la loi de l'offre et la demande fait qu'on augmente les prix. Et tout cela, en plus, dans une situation où les pénuries vont s'ajouter, se surajouter au renchérissement des importations en général. Voilà. Et en toute logique, on peut commencer à voir les prémices d'un cercle vicieux dans lequel, en fait, on a des augmentations. Les salaires sont susceptibles de suivre et augmenter la consommation, donc augmenter la demande. C'est une offre qui n'arrive pas à suivre et donc, finalement, on peut rentrer à ce moment-là dans une spirale inflationniste. Toutefois, ce n'est pas un débat en 2021 en France. Ce n'est pas quelque chose qui est très marquant. Pourtant, il y a des choses dont on aurait pu se rendre compte. L'énergie, c'était déjà un sujet.
vous vous souvenez peut-être de la faillite d'un des fournisseurs de l'armée qu'on appelait Hydropsion, fournisseur d'énergie alternative, qui finalement qui était un des contractuels, fournisseur d'énergie, et qui n'a pas réussi à un moment à revendre plus cher l'énergie qu'au prix auquel il a commencé à l'acheter. C'était relativement indolore pour la plupart de la population française en raison de l'énergie cumulée et puis des contrats qui duraient, mais ça se voyait quand même déjà bien ailleurs. Et donc, si on regarde, ce sera l'avant-dernière diapositive de cette partie, une comparaison avec les autres pays européens. On peut voir finalement qu'en France, on a une sorte une inflation qui est restée finalement mesurée par rapport à nos voisins, mais pas forcément, pas forcément qu'une bonne nouvelle. Alors, il y a peut-être un premier sujet qui est très technique, c'est la part de l'énergie dans l'indice de consommation que nous observons. Effectivement, l'Allemagne, par exemple, donne un poids plus important à l'énergie que la France. Donc, il y a peut-être des aspects techniques, effectivement, qui nous ont peut-être conduit à sous-estimer un petit peu l'inflation que nous connaissions. Mais surtout, il y a les aides d'État qui ont joué pour maintenir, à partir de septembre 2020, pour maîtriser les augmentations de prix de gaz et de l'électricité, et qui devaient durer jusqu'en avril 2022. Et finalement, on voit sur ce graphique que la France tend à rejoindre les autres pays. Alors, on atteint les 6%. C'est toujours mieux que l'Allemagne qui commence à frôler les 9%. Mais ce qui est intéressant sur ce schéma-là, c'est que vous voyez finalement la place que prend l'énergie. Alors, nous sommes peut-être plus protégés, peut-être que c'est lié à cette dimension technique aussi, mais on voit aussi effectivement que les interrogations sur ces inflations datent d'avant la guerre. Et ça va nous amener doucement vers les sujets liés à la guerre 2022. Donc, que retenir de cette partie ? La pression inflationniste de 2022, voilà. C'est de 2021 et du début 2022. Nous avons une hausse de la consommation, voilà, suite à l'épargne accumulée, des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, les prix de l'énergie qui montent de façon structurelle, des tensions sur le marché du travail, l'émergence d'une boucle prix-salaire et la masse monétaire qui est déversée pour soutenir l'activité. Voilà, tout cela, finalement, nous met dans une situation inconfortable. Et lorsque le conflit ukrainien se déclenche, nous allons nous retrouver fragilisés. Alors, nous allons maintenant entrer dans les conséquences économiques du conflit ukrainien. Comprenez bien ce qui s'est joué dans la première partie. Notre ambition n'était pas ici de dire que nous n'aurions pas dû sanctionner la Russie, que c'était une folie, ce n'est absolument pas notre propos. Notre propos est de dire que la situation avant le déclenchement de la guerre était complexe. Et ce n'était pas l'euphorie économique que certains prétendent. Ce n'était absolument pas ça, la situation. La situation était bien plus contrastée et il faut prendre en compte cette situation contrastée dans l'explication que l'on va maintenant faire des conséquences économiques du conflit. Alors, on a décidé de distinguer deux éléments. Les conséquences naturelles, en quelque sorte, du conflit, de toute guerre, qui sont, dès que finalement on rentre en guerre, ou alors du moins dans la co-belligérance de la guerre, il faut s'attendre à certains petits problèmes. Et même si de toute manière, on n'était pas, on va dire, on ne sait pas trop quoi dire, on ne sait pas trop quelle expression utiliser, mais si on était moins impliqué, dirons-nous, on aurait eu quand même des conséquences, puisqu'on est ouvert au commerce international. De toute façon, il y a forcément des retombées. Et puis après, il y a un deuxième type de conséquences qui sont là, qui sont liées cette fois aux conséquences de notre implication et conséquences de nos sanctions. Donc, on va commencer par regarder les conséquences naturelles de toute guerre et ce que nous subissons tout simplement du fait du déclenchement des hostilités qui ne sont pas liées aux mesures que nous avons prises contre la Russie. Nous nous focaliserons ici sans doute plus sur le cas ukrainien, parce que c'est très révélateur de l'effet de la guerre sur l'économie. Alors, c'est une partie, j'espère, plus courte que la précédente, et on va s'attacher à vous présenter plusieurs cartes intéressantes. Dans une perspective économique, le conflit ukrainien, il est riche d'enseignements, et nous n'avons absolument pas fait le tour du sujet, parce qu'il y a d'autres angles d'approche, selon que nous intéresserions à la production de guerre. Par exemple, comment renouvelle-t-on les armements et les munitions détruits, dont nous savons qu'une bonne partie est importée? Comment transfère-t-on vers les forces armées une partie de la population active?
qu'est-ce qu'une économie de guerre? Je ne parle pas du discours actuel, mais plutôt la façon dont on considérait en 1914-1918, lorsqu'on a transformé une partie de nos industries en industrie d'armement, de façon à pouvoir mener la guerre face à l'Allemagne. Donc l'approche que nous regarderons ici, c'est plus celle de la production et du commerce international, avant d'aborder ensuite les sanctions. L'Ukraine, c'est un pays qui est très agricole. Presque 29% de ses exportations portent sur des produits agricoles plus ou moins transformés. Alors, c'est vrai que nous pensons spontanément au blé, mais la première production qu'on a, c'est le tournesol, suivi du maïs, l'orge, le colza, et puis on trouvera, après le blé seulement, le soja. Donc, souvenons-nous que ce conflit a commencé en 2014 et qu'il concerne d'abord l'Est de l'Ukraine. Donc là, nous avons une carte qui est relativement ancienne et très intéressante, parce que si on s'intéresse à la répartition des cultures sur le sol ukrainien, en fait, nous voyons que c'est la partie ukrainienne, la partie orientale de l'Ukraine, pardon, qui a le plus de production à vocation d'exportation. Donc, plus on va vers l'Est, plus c'est du blé, et un peu plus à l'Ouest, le tournesol. Voilà, et puis au centre du pays, on a le maïs, qui, semble-t-il, est préservé. Voilà, en volume, nous voyons donc le poids particulier que représente l'Est du pays pour l'Ukraine, et c'est justement ce qui coïncide avec les zones de combat. Ensuite, nous avons l'industrie. Encore une fois, si nous regardons la carte, plus c'est marron, plus c'est industriel. En 2014, c'est encore une ancienne carte, plus de 17% de la production industrielle, du moins, était dans les oblasts de Donetsk et de Dnipropetrovsk, à l'est, encore une fois. Et les autres pays, c'est les autres zones les plus à l'est, Kharkiv, Luhansk, sont des zones qui sont très marquées finalement par l'industrie. Ça coïncide assez logiquement avec les zones minières, finalement, les zones dans lesquelles on retrouve les ressources minières. Et donc, sur cette carte-là aussi, vous voyez, plus c'est marron, plus les ressources sont importantes. Donc, les ressources minières sont aussi à l'est. Le fer, qu'il soit exporté brut, sous forme de produits laminés, de câbles ou de fonte, représente 26% des exportations du pays. Vous avez vu, 29% pour les produits agricoles, 26% pour le fer. Voilà. Et puis après, nous avons d'autres productions, on peut penser aux engrais, etc. Et vous voyez le poids que peut représenter certaines exportations dans l'économie de l'Ukraine. Voici notre vision de la situation en Ukraine à travers les relations commerciales avec l'Union européenne. Alors, sur ce graphique, nous avons la vision européenne tirée d'Eurostat. Bon, vous voyez bien que pour l'Europe, la balance commerciale avec l'Ukraine, elle est excédentaire. Voilà, l'Europe va importer des produits agroalimentaires, des produits bruts. À l'inverse, l'Ukraine va importer des machines et notamment les voitures. Alors, si on regarde la réalité des chiffres, finalement, bon, l'Ukraine, c'est un partenaire qui est important. Il se situe quand même au 31e rang, 31e, 32e rang des partenaires commerciaux avec l'Union européenne, selon qu'on considère les importations et les exportations. C'est relativement loin quand même derrière les États-Unis et la Chine, qui ressemblent ensemble plus de 30% en fait, des relations commerciales. Et puis, ironiquement, derrière la Russie aussi, qui est un partenaire commercial bien plus important, notamment en ce qui concerne les importations de gaz. Alors, que retenir des conséquences d'un conflit sur le territoire d'un pays comme l'Ukraine? Vous le voyez, la baisse de production, destruction d'infrastructures industrielles et minières, le transfert de main-d'œuvre vers les forces armées au détriment de la production, ce qui serait intéressant effectivement à creuser, les délitements des relations commerciales de proximité, notamment avec la Russie et la Biélorussie, qui étaient des partenaires privilégiés de l'Ukraine, et aussi la désorganisation des exportations. Souvenez-vous aussi, par exemple, la question des ventes, des exportations de blé voilà, et du commerce en mer Noire. Il a fallu effectivement un accord particulier pour qu'on puisse, pour que l'Ukraine puisse continuer à commercer son blé à partir des ports ukrainiens. Et le tableau que l'on voit à côté, j'espère que ceux qui sont en ligne peuvent voir les chiffres, est particulièrement révélateur. Si vous voyez les chiffres, les projections pour 2022 du produit intérieur brut de l'Ukraine, nous observons un effondrement de l'ordre de 35 points de son PIB. Et il n'y a même pas de projection pour 2023. Alors, si on regarde la situation pour la Russie,
qui est en guerre aussi, qui est très impliquée dans ce conflit, et puis qui est sans doute aussi sous le poids des sanctions, son PIB descend. Voilà, on voit une chute de 3,4 points. Forcément, la Russie n'a pas une partie de son territoire qui est occupée et une partie de son outil industriel, minier, etc., qui est affectée. Et quand vous regardez les projections des autres pays des zones européens, et ça sera encore plus révélateur à la fin de la troisième partie, vous verrez que les autres pays européens sont aussi affectés par cette guerre. Donc ça va nous amener doucement vers cette question des conflits et les conséquences, pardon, la question des sanctions et les conséquences des sanctions finalement pour nos économies. Alors maintenant, passons à la partie sur les conséquences économiques des sanctions, c'est-à-dire là, de nos choix de sanctionner la Russie. Alors les économistes aiment les modèles. Aiment les modèles pour une raison simple, c'est qu'en économie, il y a beaucoup de variables qui interviennent, puis avec une intensité très différente. Donc vous êtes obligé de faire des hypothèses sur les variables qui sont prépondérantes, et puis sur l'intensité avec laquelle vont jouer ces variables. Alors la première chose que cherche à faire un économiste, c'est de se raccrocher à un modèle et de se dire, en fait, quel modèle pourrait représenter les choix de développement de chaque pays? On en a un peu parlé. L'Union européenne, c'est assez facile, c'est purement du David Ricardo. C'est-à-dire un choix de se spécialiser dans les domaines où chaque pays est le plus productif. Et l'idée de base de ça, c'est qu'en réalité, il existe toujours un gain à l'échange. L'échange n'est pas un jeu à somme nulle. L'échange est un jeu à somme positive. Vous en tirez toujours un avantage, puisqu'en concentrant vos ressources dans un domaine où vous êtes très productif, vous pouvez beaucoup produire, vous pouvez donc beaucoup exporter, et en revanche, ça vous donne les moyens de beaucoup importer. Mais remarquons une chose aussi, c'est que ce modèle est tout à fait impropre à une guerre. Il exige une extrême coopération entre les États. Dès que vous avez un État qui vous fournit plus les biens essentiels dont vous avez besoin, c'est très compliqué de lui faire la guerre. Ou alors, il faut en subir de lourdes conséquences. La Russie, c'est un petit peu moins clair pour la rattacher à un modèle. Bon, j'ai choisi celui qui m'est venu à l'esprit, qui me semblait le plus adapté, c'est le modèle FIFI. Le modèle FIFI qui a été créé par deux économistes, Michel Aglietta et Raymond Courbis, et qui est un modèle de planification. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que la Russie de Vladimir Poutine, c'est la Russie de Staline avec le Gosplan, etc. Non, ce n'est pas ça. C'est un modèle beaucoup plus sobre de planification qui vise à mettre en évidence les incohérences entre les objectifs politiques et les contraintes économiques. Et si les objectifs politiques consiste à vouloir conduire des guerres, vouloir avoir des conquêtes territoriales, eh ben, vous devez avoir la croissance, comme on l'a dit, la plus équilibrée possible. Et c'est ce type de vision qui a conduit, dès 2014, à une réorientation du développement de la Russie, avec, comme on l'a dit, une croissance équilibrée. Alors, si on s'en tient en termes d'experts, les incohérences entre les visions politiques et les contraintes économiques se font à l'aide d'une matrice, vous savez, l'outil, la matrice de comptabilité nationale, et par des ajustements à travers cette matrice. Bien. Le but, ce n'est pas de faire une planification générale, c'est une planification partielle, qui vise à produire absolument ce qui est essentiel pour la Russie, quitte à le produire cher. On a dit quitte à avoir des taux d'inflation importants. La Russie assume, de par le choix de son modèle, des taux d'inflation importants. Les produits deuxième axe du développement russe, la Russie ne peut pas tout produire non plus. Elle est forcément limitée par un bout d'un moment, par ses ressources dont elle dispose. Donc, deuxième réorientation, c'est de faire produire ce qui est essentiel pour elle et qu'elle n'arrive pas à produire elle-même, à des partenaires commerciaux fiables. Et évidemment, le partenaire commercial, par les temps qui courent, le plus fiable de la Russie, c'est la Chine. La Chine qui constitue la Russie, donc importe massivement auprès de la Chine. Je crois que c'est à peu près de l'ordre de 27% de ses importations qui proviennent de la Chine.
Ce modèle qui donc favorise la demande intérieure, qui favorise plutôt les productions locales, est un modèle évidemment qui est beaucoup plus propice à la guerre, qui va être beaucoup plus difficile à sanctionner. Alors, si l'on regarde maintenant un petit peu plus dans le détail, quelles ont été la nature des contraintes imposées à la Russie, ça a fait l'objet d'un article que l'on a écrit avec Paul et qui a été publié dans la revue de la Défense nationale au mois d'octobre, je crois, qui s'appelle guerre économico-financière et conflit russo-ukrainien, pardon, et guerre économico-financière. Les sanctions sont de 3 ordres. Elles affectent l'économie réelle, l'économie monétaire et l'économie financière. Alors ici, sur ce graphique, je les ai regroupés, j'ai regroupé économie monétaire et financière, pour être un peu plus clair, mais la logique, de toute manière, demeure la même. Alors, quelles ont été les prémices des sanctions que l'on a adoptées? La prémisse était de dire il existe toujours un gain à l'échange, ça c'est notre vision, mais enfin on l'a un petit peu appliqué à la Russie, il existe toujours un gain à l'échange, et donc si on sanctionne l'économie réelle de la Russie, on va forcément leur porter préjudice. Sanctionner l'économie réelle, comment faire? Eh bien, on leur apporte moins de produits, de biens et services, et puis on exporte moins. Avec une idée, c'est d'une part, tout de suite, rapidement, de leur créer une pénurie. En les privant d'une partie de leurs biens, des biens dont ils disposent, qui ne pourront plus apporter, on crée une pénurie. Et c'est pour ça qu'un certain nombre d'économistes ont dit oui, les sanctions, oui, ça va marcher très rapidement, vous allez voir, ça va affecter la Russie. Bon, comme on l'a dit, la Russie a un mode de développement qui en fait ne permet pas de l'affecter rapidement. Donc, les pénuries sont restées relativement limitées. Alors, toujours en partant de l'économie réelle, on s'est dit, bon, eh ben, en réduisant leurs exportations, réduisant leur importation, ça va avoir une autre conséquence, ça va créer un déficit commercial. Et qui dit déficit commercial, dit également baisse du cours du rouble. Une monnaie baisse dès lors qu'il y a un déficit commercial, c'est ce qu'on appelle en économie un stabilisateur automatique, parce que théoriquement, quand le cours de la monnaie baisse, c'est censé vous redonner une certaine compétitivité prix et vous permettre d'exporter davantage et de rétablir l'équilibre commercial qui a été dégradé. Donc l'idée, c'était de dire, la Russie, on va leur créer un déficit commercial, le rouble va baisser, mais un déficit commercial, ça a aussi une autre conséquence. C'est que vous devez payer plus cher vos importations. Et ça crée de l'inflation, une inflation importée. Donc on s'est dit formidable, la Russie qui a déjà des taux d'inflation importants, on va encore leur rajouter de l'inflation. Et on va créer une situation tout à fait insoutenable pour eux, une situation de crise économique. Bon, mais pour ça, il a fallu ajouter un autre stratagème. Pour être sûr que le cours du rouble, il faut s'assurer que le cours du rouble baisse vraiment. Et pour s'assurer que le cours du rouble baisse vraiment, il faut empêcher la Banque centrale russe d'intervenir. Et pour empêcher la Banque centrale russe d'intervenir, il faut l'empêcher de racheter sa propre monnaie. Et si on veut l'empêcher de racheter sa propre monnaie, il faut en permanence creuser ce déficit commercial et aller toujours plus avant dans les sanctions. De sorte qu'elle épuise ses réserves de change, c'est-à-dire les devises étrangères qu'elle détient pour acheter sa monnaie. Bien. Et ça a été ce qui était à l'origine, finalement, de l'emballement, de la surenchère des sanctions qui ont démarré lentement, simplement dans l'espoir de créer une pénurie, mais comme ça n'a pas bien fonctionné, plus de sanctions pour créer du déficit commercial, mais comme la Banque centrale arrivait à stabiliser le rouble, on a rajouté des sanctions. Ça, c'est le mécanisme idéal et qui suppose en réalité que la Russie ne réagisse pas. Mais la Russie a réagi. Alors, on va voir un peu comment. Alors, face à nos sanctions sur l'économie réelle, comment a procédé la Russie? Ces sanctions sur l'économie réelle qui visaient à les mettre en situation de pénurie de biens et services.
nous avions en plus une autre idée, je précise, parce que dans la méthode, j'ai mis un élément en plus. Nous avions une autre idée, c'était en plus de faire partir les firmes européennes qui étaient implantées sur le territoire russe. Ça avait deux conséquences. Le départ des firmes européennes, c'était moins de production, et puis en plus, ça avait un autre avantage, c'est que comme il restait moins de firmes pour produire ce qu'il y avait, normalement, ça aurait dû encore ajouter de l'inflation. Donc en fait, on a essayé vraiment de mener une guerre par l'inflation à la Russie. Mais la Russie, elle a répliqué, très simplement, hein, en augmentant la production de ces firmes locales, en essayant de nouer davantage de relations contractuelles avec des pays qui étaient effectivement pour elles extrêmement fiables comme partenaires, priorité la Chine, mais aussi l'Inde. Et puis, ce faisant, la Russie a réussi à ne pas trop souffrir de pénurie. Mais il y avait aussi cet axe, la Russie ne s'est pas contentée de jouer sur s'est pas contentée de jouer sur son économie réelle, elle a aussi répliqué monétairement. Alors, elle a créé, pour riposter sur notre volonté de lui donner une inflation insoutenable, de faire en sorte que sa banque centrale n'arrive plus à soutenir le cours du rouble, elle a répliqué en nous obligeant à des paiements en rouble, notamment sur l'achat des hydrocarbures. En quelque sorte, elle nous a obligés à soutenir nous-mêmes le rouble. Ça, c'est une belle astuce, mais qui effectivement a fait en sorte que la Russie ne connaisse pas vraiment une dévaluation aussi importante du rouble qu'on aurait pu le penser. Et enfin, petit risque supplémentaire, contre-attaque supplémentaire. Nous avions également une autre idée, mais ça qui est passé un petit peu plus inaperçu, c'était d'empêcher les Russes de se financer sur les marchés internationaux. C'est également ça. Bon, alors autant dire que ce genre de choses, notamment en l'excluant de tout un tas de systèmes dont le contrôleur Lacombe vous apparaît. Autant dire que ça, c'est une très mauvaise idée dans des économies ouvertes. Évidemment, puisque toutes les économies sont interconnectées. Si vous créez, et les banques ont des créances entre elles, donc si vous prenez le risque de créer une faillite bancaire, même dans l'économie russe, alors là, vous pouvez être à peu près sûr qu'il y a une répercussion en chaîne et que vous avez une crise systémique mondiale. Donc c'est pour ça, en réalité, que cette arme a été très peu utilisée. Alors, quels sont les effets des sanctions, au final, quand on voit tout ça? Sur la Russie, ça a été finalement assez modéré. Ça a été très variable selon les secteurs. Sur les activités industrielles, à coût fixe élevé, où en réalité, pour produire, il n'y a pas besoin de beaucoup de firmes, si vous organisez le départ de certaines firmes, ça n'a pas un effet très important. Sur sa monnaie, on l'a vu, ça a été également très limité, puisqu'on a fini par nous-mêmes soutenir le rouble qu'on prétendait dévaluer. Et sur ces liquidités, il y a eu très peu d'effets également, puisque de toute manière, nous prenions le risque de déclencher une crise mondiale, donc nous ne pouvions pas aller au-delà d'un certain niveau de sanctions. Par contre, pour les pays occidentaux, ça a eu des effets. Ça a eu des effets assez marqués sur notre économie réelle, et notamment sur notre approvisionnement énergétique, évidemment, puisque nous sommes des économies ouvertes. Petite précision, ça a eu un effet d'autant plus important si on prend le secteur énergétique, que le secteur énergétique est déjà en proie à des tensions importantes, et on rejoint les propos qu'on avait sur l'avant-crise. Puisque ces tensions sont provoquées aussi par la structure même des marchés, par des marchés trop concurrentiels. Alors ça peut vous étonner que j'utilise ce terme, des marchés trop concurrentiels pour le secteur énergétique, et que les tensions sont créées par des marchés beaucoup trop concurrentiels, mais je vais vous expliquer, et c'est un peu là, on va entrer progressivement dans l'économie militaire par ce biais,
que le fait d'avoir une mauvaise structure de marché, d'avoir des marchés trop concurrentiels ou pas assez concurrentiels, peut être une mauvaise chose. Sur notre monnaie, nous étions sur un terrain déjà fertile en inflation, avec l'inflation. On l'a vu, hein, fertile à travers l'idée de chemin de crête où nous avions, après la reprise, nous avions beaucoup de fragilité. Et le fait qu'on ait des tensions dans certains secteurs, puisqu'on prétendait, on prétend ne plus importer un certain nombre de produits russes, ça entraîne une augmentation des prix sur un terrain déjà propice à l'augmentation des prix. On comprend aujourd'hui toute la difficulté qu'est la nôtre. Et ces tensions se rajoutent sur la politique de la BCE qui est obligée peu à peu d'élever ses taux d'intérêt pour combattre l'inflation qui est la nôtre. Alors, je voudrais déjà vous dire, en dehors du fait, je vais quand même vous montrer peut-être avant ce tableau, en dehors du fait que cela affecte, que cette situation nous affecte notre taux de croissance en zone euro, parce que vous le voyez sur les prévisions de janvier 2002, si on prend la zone euro, bon, nous avions tout de même des prévisions convenables de 3,9% de croissance en 2002 et 2,5% de croissance en 2023. Bon, tout ça est revu à la baisse avec un taux de croissance de 3,1%, en 2022 et de 0,5% en 2023. Preuve que, en fait, les sanctions nous affectent nous, pour les mécanismes que je viens d'évoquer. Néanmoins, vous pourriez croire, peut-être à tort, avec ce que je viens d'évoquer, que je ressuscite la guerre froide, en quelque sorte, de deux modèles économiques qui se combattent. D'un côté, nous aurions une économie de marché européenne extrêmement libérale, qui prône le laisser-faire, face de l'autre côté à l'économie russe planifiée, et que ces deux systèmes économiques seraient en train de se livrer une guerre. Ce n'est pas tout à fait ça en réalité, hein. L'économie russe est une économie de marché, hein. Ce n'est pas une économie planifiée. C'est une économie qui a une certaine dose de planification, au sens où elle essaye de mettre en cohérence ses objectifs politiques, comme je l'ai dit avec le modèle FIFI, avec ses contraintes économiques. Mais ça reste une économie de marché. Ce n'est pas des prix administrés dans l'ensemble des secteurs. En réalité, ce qui s'affrontent, c'est deux modèles de coordination différents. Un premier modèle de coordination internationale, celui de l'Union européenne, où on cherche à se coordonner internationalement et on cherche à faire en sorte qu'on qu'on exporte des productions qui arrangent le voisin et qu'on importe des productions qui arrangent le voisin. Avec un mode de coordination national, souverain, celui de l'économie russe, qui, lui, comme on l'a vu, est un mode de coordination étatique, où on met en cohérence donc ces fameux objectifs politiques et économiques. Alors, ces vulnérabilités sur l'économie russe, enfin sur l'économie européenne que l'on a identifiées, ces points particuliers aussi sur l'économie russe, nous amènent progressivement à rentrer, à venir à notre conclusion et à rentrer dans ce qu'on a appelé avec Paul l'économie militaire. Cette économie, alors je vais avancer les diapos, l'économie militaire. Alors, nous essayons à travers cette économie militaire de comprendre, il vous reste combien de temps à peu près? C'est bon. Cette économie militaire essaye de tenir compte de la complexité de la situation. Complexité qui n'arrive pas à être prise en compte, en quelque sorte, par les outils traditionnels, les concepts à disposition classiques, concepts de l'économie de défense. Vous avez sans doute entendu cette expression, l'économie de défense. L'économie de défense, c'est en réalité trois thématiques. C'est l'impact de la recherche et développement,
c'est l'effet multiplicateur des dépenses de défense, enfin effet multiplicateur, c'est l'évaluation de cet effet multiplicateur dont j'ai déjà dit tout le peu de bien que j'en pensais dans mon précédent exposé, et puis c'est les exportations d'armement. Les exportations d'armement. Mais ces concepts sont aujourd'hui assez insuffisants pour prendre en compte ces différents aspects, et notamment ces différences de modèles. Et nous avons donc décidé d'adopter ce cadre plus large, cette théorie générale qui va permettre d'essayer de tenir compte de tous les aspects dont on vient de parler, et qui va permettre de considérer chaque cas, chaque question économico-militaire comme un point élémentaire particulier de cette théorie générale. Et là, je laisse Paul continuer. Et pour cela, il nous semble nécessaire, en premier lieu, d'éclaircir un petit peu la terminologie employée. Et c'est pour ça que nous proposons une idée qui est celle d'économie militaire, qui vaut peut-être un peu ce qu'elle vaut, mais qui cherche à casser ou à rompre peut-être avec des habitudes, par exemple, ou des biais qu'on a lorsqu'on parle, par exemple, d'économie de guerre. L'économie de guerre peut renvoyer à une situation de conflit, avec la nécessité de mettre une économie en ordre de marche. La guerre économique, c'est en réalité, il y a deux définitions, il y a deux conceptions différentes qui s'opposent selon qu'on parle des entreprises. La guerre économique qui oppose les entreprises est une forme de conflit. Certains vont jusqu'à dire qu'elle fait ses morts aussi. Mais on a aussi une deuxième acception qui est apparue dans les années 70 et qui est plutôt la guerre économique entre les États. Cette deuxième acception est venue du développement de la puissance japonaise. L'idée chez certains était que le Japon prenait une revanche économique sur la guerre perdue. Donc, en fait, il menait sa guerre. Et donc, on retrouve des guerres entre États, mais faites aussi d'espionnage, mais qui n'est pas juste un jeu d'entreprise. Donc, vous voyez, ces deux définitions qui se recoupent partiellement, mais pas complètement. Et enfin, il y a un autre sujet qui est un peu l'économie des armées et qui nous dérange un petit peu, parce que si on regarde le ministère des Armées, il y a les armées, mais aussi une direction générale de l'armement, un secrétaire général pour l'administration. Il n'y a pas que les armées, en fait. Et donc, en fait, quand on parle d'économie des armées, ce n'est pas que l'économie du ministère, il faut aussi intégrer toute une sphère autour d'autres organes qui viennent jouer dans l'écosystème. Et l'idée étant bien d'intégrer ces notions dans un continuum de défense et sécurité, en amont, pendant, après les conflits, en intégrant bien la nécessité de construire, de préserver un système économique, incluant la recherche-développement, les infrastructures industrielles, les compétences aussi. Donc, ce sont des sujets que certains vont considérer comme étant peut-être un peu mous, mais qui en réalité sont fondamentaux aussi pour notre économie. Et cela implique aussi de développer le dialogue entre ceux que le sujet intéresse. Et sans exclusion. Il y a d'une part effectivement les économistes qui sont déjà très concernés par le sujet économique et qui sont effectivement souvent, on peut le dire, avides de conception, de modélisation et qui apportent des outils mathématiques souvent robustes qui permettent d'apporter une plus-value. Et de l'autre côté, les militaires qui sont, on peut dire, des experts en planification et conduite d'opérations et qui sont eux-mêmes conscients des besoins qu'ils ont en matière de compréhension de l'économie pour pouvoir préparer et conduire les missions. Voilà, l'idée du message que je vous ai dit, ce n'était pas de sous-estimer l'effet de la guerre ou des sanctions sur la Russie en disant que finalement la Russie s'en tirait bien. Je veux bien montrer, son PIB chute quand même de 3,5 points. Ce qui n'est pas le cas de l'Europe occidentale. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer l'impact, et c'est aussi un jeu économique. Pour finir l'idée précédente, ça restera quand même très difficile de modéliser ce qui est réellement la part du conflit et ce qui est la part des sanctions dans les difficultés que connaît actuellement la Russie en termes d'économie. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer l'augmentation des tensions économiques au niveau du monde. Les deux cartes nous ont montré sur les projections de croissance dans le monde qui vient du FMI montrent quand même
une dégradation de la situation économique mondiale. Et les pôles qui sont les plus affectés, le pôle le plus affecté, c'est le pôle occidental, États-Unis et Europe. Et nous savons que c'est une intuition qui ne se vérifie pas toujours, parce que le lien entre l'économie et la guerre n'est pas immédiat, mais quand la prospérité a tendance à décliner un petit peu, les tensions aussi ont tendance à augmenter. Il faut bien avoir conscience de ces interactions qu'il y a entre la guerre et la paix et l'économie elle-même. Alors, le schéma global de ce qu'on appelait l'économie militaire, cette théorie générale des relations économico-militaires, qui est encore en cours de construction, on tient à préciser. Je montre ce schéma, je ne vais pas beaucoup m'étendre dessus, mais plutôt sur les aspects qu'elle permet de mieux appréhender. On l'a dit, l'idée de l'économie militaire, c'est en fait de concilier cette planification militaire très développée avec la planification économique, parce que faire la guerre avec une théorie ricardienne, c'est pas terrible. Donc, on essaye de réconcilier un petit peu les choses. Alors, deux exemples pour conclure notre intervention de réconciliation, c'est empêcher des distorsions de valeur. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de valeur? C'est quelque chose qui se retrouve. Alors, j'ai un petit peu formalisé pour le plaisir, comme j'ai mes anciens professeurs de maths dans la salle, j'ai mis un petit... la pomme de terre, cette distorsion de valeur, qu'est-ce que c'est? En fait, ça part du principe que les prix auxquels sont vendus certains matériels militaires sont incohérents. Et ça menace concrètement. Ça élève les prix ça élève les prix de vente du matériel militaire et puis ça menace notre BITD. Je vous donne un exemple, c'est celui de ce qu'on appelle les prix implicites. Alors, vous savez que si on prend par exemple, puisqu'on en parle, sans parler, il paraît que c'est des violences, c'est des bruits. Le maintien en condition opérationnelle peut être assuré soit par des entreprises privées, soit par des organismes internes au ministère des Armées. Si on prend par exemple le cas des avions, c'est la maintenance est assurée par le service industriel aéronautique. Bien, ce SIAE vend ses services aux organismes à la DMAE, enfin bref, aux organismes chargés de mettre en place la maintenance des aéronefs. Le problème, c'est que, a priori, la vente de ces services ne résulte pas d'une transaction marchande. Il n'y a pas de marché interne. Or, les prix doivent traduire les contraintes qui pèsent sur les ressources. A priori, si pour faire de la maintenance des aéronefs, vous devez mobiliser des ressources rares, votre prix le prix de la maintenance sera cher. Alors, je vais un petit peu accélérer, sera cher. Et donc, dans cette première équation que vous voyez ici, le lambda I ici, et ce prix doit être ce prix, en fait, il traduit ce qu'on appelle l'intensité de la contrainte au point extrémal, autrement dit, il mesure quel doit être le prix de vente, en quelque sorte, de ces ressources internes, étant donné les contraintes qui pèsent sur elles. Or, le problème, c'est que rien n'oblige à vendre ces prix-là. Vous pouvez avoir des ressources rares, si c'est le SIAE qui fait l'entretien, et les vendre finalement peu cher. Et donc, on peut se retrouver avec des organismes internes qui font de la concurrence avec les entreprises de la BITD en vendant des ressources, en vendant des services de maintenance très peu chers, sans tenir compte de la rareté relative de leurs ressources. Et ça, naturellement, la BITD, là-dessus, elle ne peut pas lutter, ça compromet. Donc, l'économie militaire, l'idée que l'on a à travers cette économie militaire, c'est d'arriver à appréhender ce type de situation et faire en sorte que les prix implicites, c'est-à-dire les prix de vente interne entre deux organismes du ministère, tiennent compte des contraintes en termes de ressources.
Un autre exemple que je peux vous donner, et c'est le dernier puisqu'il faut un petit peu accélérer, alors là on voit mal, c'est cette histoire de concurrence. Je vous disais, un des credos finalement qu'on utilise dans les sanctions russes, c'est les sanctions. La Russie a besoin de concurrence elle aussi, et si on lui enlève de la concurrence, eh ben, les prix vont monter en flèche et ça va créer de l'inflation. Avec l'idée que plus il y a de concurrence, plus les prix sont bas. L'économie militaire nous enseigne que non, hein, pas forcément. Vous pouvez avoir des marchés, vous pouvez ajouter de la concurrence et élever les prix. Comment? Ben, c'est très simple. Vous prenez une entreprise qui a un certain nombre de clients, elle a son prix, elle arrive à déterminer son prix d'équilibre de production, qui est de toute manière son prix d'équilibre, pardon, qui est suffisant pour couvrir ses coûts fixes. Vous lui ajoutez de la concurrence, elle a moins de clients, peut-être pas assez de clients pour couvrir ses coûts fixes, et pour couvrir ses coûts fixes, la seule façon d'être rentable, c'est d'augmenter les prix. Et voilà comment la concurrence augmente les prix. Alors, ça a l'air de rien de dire ça comme ça, mais ce n'est absolument pas le discours courant. Si vous prenez l'ensemble des rapports administratifs, vous voyez systématiquement qu'il faut de la concurrence pour baisser les prix. Autre rapport de l'économie militaire que nous sommes en train de construire, c'est de dire non. Il faut regarder marché par marché et faire une étude détaillée et voir que finalement, dans quel cas la concurrence augmente les prix, dans quel cas elle permet de les diminuer. C'est ce que nous essayons d'entreprendre avec le contrôleur Lacan. Voilà, j'en ai fini. Et j'espère en tout cas que nous avons un petit peu de temps pour répondre aux questions. Donc, un grand merci pour cet exposé très riche et qui interpelle, hein, pour le moins. On a le temps pour quelques questions en salle et on va voir si on a des questions à distance. Donc, je vous propose de lever la main et ceux qui souhaitent poser une question, et je demanderai à nos orateurs de faire des réponses brèves pour permettre de répondre à 2-3 questions. Merci. Merci d'abord pour vos interventions très intéressantes. Je voulais savoir dans le cadre de ce nouveau, enfin ce cadre conceptuel de l'économie militaire, est-ce que vous allez faire entrer, puisqu'il y a aussi l'après, tout ce qui serait la reconstruction de l'Ukraine après la guerre? Est-ce que ça en fait partie? Parce que ça devrait être absolument énorme. Est-ce que ça en fait partie? Oui, évidemment, oui. Bien, alors je me permets de répondre. Oui, bien sûr. Ce cadre est le plus global possible. Et certainement, un des points qui a suscité également, mais dont nous n'avons pas évoqué ici, parce que ce n'était pas l'idée principale, qui a suscité la volonté de créer ce cadre, c'est qu'en réalité, l'économie dans les armées est un petit peu diffusée, mais essentiellement sous l'angle de l'aide au développement. Les armées prennent l'économie, l'aide au développement, comme une manière d'apaiser les tensions qui naissent ensuite des guerres, et puis d'obtenir ensuite le soutien des populations locales. Ce que nous avons en tête dans l'économie militaire, c'est d'aborder effectivement l'ensemble du spectre, en quelque sorte, en partant de l'identification de la situation économique nécessaire avant-guerre, de la situation économique pour soutenir la guerre, et ensuite de ce qu'il faut faire économiquement pour apaiser les tensions et pour reconstruire. Je crois que... Est-ce qu'il y aura une autre question dans la salle ou peut-être des questions sur le chat? Pour terminer sur cette question de la reconstruction, effectivement, c'est un sujet qui est central, qu'on a un petit peu oublié en Europe. Il y a une diapositive, bon, je n'arrive pas à vous la montrer, qu'on a mise dans les annexes tout à la fin de notre présentation, qui montre en fait l'explosion de la dette publique planétaire au XXe siècle. Et on voit parfaitement l'impact des guerres, Première et Deuxième Guerre mondiale, sur les dettes publiques nationales. Et donc, très clairement, les épisodes de conflit sont des moments
très particuliers dans lesquels finalement les ressources sont injectées. Et nous savons à quel point la France, sortie en 1919 et en 1945-46, s'est retrouvée finalement très dépendante de l'aide américaine, et notamment du plan Marshall dans le deuxième épisode, pour sa reconstruction. Et ça s'est fait notamment sous forme de prêts. Nous étions considérablement augmentés. L'entre-deux-guerres en France, ça a été des moments calamiteux en matière de solidité du franc. Le franc a été dévalué. On a perdu énormément de notre puissance à ce moment-là, liée à la guerre. En fait, c'est des conséquences tout simplement de ces conflits. Donc, il faut voir que l'Ukraine va se retrouver dans une situation forcément très similaire, avec un effondrement de ses moyens. Il va falloir que son économie se reconvertisse à une économie de paix, il va falloir reconstruire. Donc, il y aura encore une fois sans doute une aide internationale. Nous ne voyons sans doute pas encore suffisamment à quel point en fait tout l'argent qui est investi, qui est injecté dans le conflit ukrainien et qui vient notamment des puissances occidentales, finalement vont contribuer à un moment à une sorte de dette, à une sorte d'investissement. Je ne pense pas qu'il faut espérer avoir un retour sur l'investissement de ce que nous faisons. Donc nous, fortement, alors l'Ukraine sera concernée et nous aussi. Tout ce qui a été prêté, vendu, donné, finalement ne reviendra pas. Nous avons une question à distance de Patrick qui nous dit merci de cette conférence de haut niveau. Je me pose cependant une question sur l'élaboration du PIB et donc la comparaison entre la Russie et l'Espagne. Selon le FMI, le PIB en monnaie forte, mais effectivement la Russie au niveau de l'Espagne. Je vais dire la suite. De même, mais le même FMI en parité de pouvoir d'achat amène la Russie juste après l'Allemagne. Quel est le bon PIB, s'il vous plaît? Très franchement, bon, c'est des méthodes de calcul fort différentes. La parité des pouvoirs d'achat consiste à dire que le même panier de biens, les monnaies s'ajustent de manière à faire en sorte que un panier de biens donné représente le même coût d'un pays à l'autre. Mais le problème pour nous, c'est pas tellement ça, c'est pas tellement de savoir exactement quel est le PIB. Non, ce que je préfère même éviter de rentrer dans ce type de débat de statisticiens qui m'intéresse assez peu. Pour moi, le problème est de dire quel modèle de développement suit chaque pays. Et j'insiste là-dessus, le modèle de développement n'est pas le même. Le modèle de développement de la Russie n'est pas celui des pays de l'Union européenne. Et si on frappe la Russie avec les modèles, avec ce que nous, on considère être comme le pire, c'est-à-dire empêcher les échanges, ça risque, on va avoir des difficultés à ce que ça porte ses fruits. Hein. Bonsoir, chef de bataillon Aurélien Bottebol de l'école de guerre. Je me permets de revenir sur la question du PIB, non pas sur quel est le bon ou le mauvais PIB à utiliser pour le démontrer, mais dans votre économie militaire et donc votre nouveau concept doctrinal, enfin pas nouveau concept que vous cherchez à mettre en place, quel serait le bon indicateur pour mesurer les effets de l'économie sur les stratégies des États ou pour identifier le bon effet? Enfin, je n'ai pas forcément la bonne maîtrise de ça, mais quel serait le bon indicateur que vous voudriez mettre en place ou identifier? Alors, j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, quand j'étais à l'école de guerre, de travailler sur un sujet à peu près similaire. C'est un petit peu ce qui m'a poussé dans cette direction-là, la question de la parité militaire, de la parité de puissance. En fait, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment durant la guerre froide, s'appuyant notamment sur la théorie des jeux, qui essaie de réfléchir à comment finalement la puissance militaire qui dépend de la puissance économique finalement finissent par créer des équilibres et des équilibres stables, instables. Alors, il y a un débat là-dessus, c'est en fait finalement est-ce que c'est quand on est en parité que le conflit commence, ou est-ce que c'est quand il y a le déplacement du leader par un concurrent, ou alors est-ce que c'est quand il y a vraiment un déséquilibre, finalement, qu'un pays puissant envahit le pays d'à côté. Finalement, les conclusions que j'en ai tirées, c'était que c'était des réflexions très globales, mais qui n'apportaient pas forcément une approche qualitative suffisante pour pouvoir tirer des conclusions très claires. C'est évident, les États-Unis et la Chine sont actuellement dans une forme de concurrence. Et
cette concurrence, effectivement, elle va se traduire sans doute par une comparaison en termes de PIB, en termes d'armement, etc. Mais en revanche, l'indicateur, moi, je vais le trouver peut-être fragile si on le prend en tant que tel, parce qu'il va nous empêcher de voir peut-être certaines fragilités, certaines forces qui sont en fait du domaine du qualitatif. C'est pour ça que moi, j'aurais tendance peut-être à pas trop rentrer dans cette comparaison, même si ça compte. La puissance économique compte, mais elle ne se traduit pas uniquement par une comparaison d'indicateurs. C'est une question tout de même qu'effectivement on se pose et pour l'instant on n'a pas de réponse tout à fait évidente à vous apporter sur ce sujet, mais c'est censé être le point d'orgue final de la théorie, les topos, bon, qui est censé finalement arriver à rassembler ces univers militaires, ces univers économiques et exprimer à travers un indicateur ou quelque chose du genre un degré de cohérence entre l'économie et le militaire. Et ce degré de cohérence est censé effectivement donner une espèce de hiérarchie dans la possibilité de conduire de manière satisfaisante, oui, des conflits. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Une autre question? Ouais. Non. Et puis, monsieur, là. Répéter la question. Alors, la question est une demande de clarification sur le graphique, sur la notion de topos de guerre. Et monsieur, on vous passera la parole après. Alors, pour l'instant, cette notion de topos de guerre est un peu encore effectivement imprécise, mais c'est effectivement on voudrait déboucher sur quelque chose. Après, ces flèches, bon, c'est assez évident, notre source d'inspiration, ou du moins on a essayé d'établir une espèce de parallélisme avec la géométrie algébrique, avec des flèches, avec les notions d'univers, avec les notions de topos, c'est un peu guidé. Mais pour l'instant, sur le plan final de cette mesure qu'on arriverait à avoir, nous avons le concept sans avoir encore exactement, sans qu'on sache exactement ce qu'il y a dans le concept. Bon, donc pour l'instant, c'est assez imprécis encore notre idée. Alors, on a encore deux questions, monsieur. Oui, bonsoir. Déjà, je voulais vous remercier pour la qualité de votre débat. Ce que je voulais mettre, c'est qu'en exergue, comme vous le savez, dans un conflit, il existe différentes stratégies et celle que je veux mettre en exergue, c'est notamment, pour moi, un premier triptyque, celui de l'affaiblissement moral des troupes militaires, des civils et de l'industrie économique tertiaire et numérique. Et ce que je voulais mettre aussi en avant, c'est que les adversaires, eux, sont très friands de ces informations pour mettre à mal notre économie. Et la question, c'est de savoir comment pouvons-nous utiliser une des stratégies du cheval de Troie dématérialisée. Est-ce que vous avez une idée comment on pourrait faire? Alors, légalement, je crois que mener des stratégies de ce type-là sont forcément très limitées. Si on en reste, on va dire, à la question cyber. Là, en revanche, ce qui est intéressant dans votre approche, c'est qu'effectivement, elle souligne la porosité qu'il y a forcément entre le monde combattant et le monde non combattant. À une époque, c'était assez clair. On savait où était le front, on savait où était l'arrière. Maintenant, alors c'est pas nouveau. Je pense que pendant la Deuxième Guerre mondiale, un certain nombre de gens ne savaient pas trop où ils habitaient par rapport à la ligne de front et par rapport à la guerre elle-même. Donc en réalité, c'est pas quelque chose qui est forcément nouveau, mais c'est peut-être quelque chose qu'on a oublié ou dont on n'a pas suffisamment conscience en termes de risque. Mais ça reste quelque chose de très difficile à appréhender parce que d'une part, l'agresseur n'avance pas démasqué, bah, il se cache, il utilise des moyens qui sont légaux ou presque légaux. Les renseignements. Il joue avec notre droit.
il joue avec la liberté d'expression qu'on tient à respecter dans un régime démocratique, sachant que les pays qui finalement arrivent à mettre au banc des accusés, les ONG, les lanceurs d'alerte, etc., vont forcément réussir à maîtriser leur opinion et être beaucoup plus résistants face à ce genre d'agression. Après, c'est une question de savoir de choix, le monde dans lequel on veut vivre. Effectivement, on n'a pas forcément intérêt, envie, en France notamment, à créer ce genre de structure solide. Mais là, on sort de quelque chose qui est un petit peu extérieur à l'économie, mais qui va finalement rejoindre un certain nombre de questions en termes de guerre économique, finalement. Est-ce que les agents économiques que nous avons, alors on peut penser notamment aux ménages qui consomment, aux travailleurs qui produisent, finalement, ont-ils conscience de ce qu'ils font? Ceux qui jouent, qui travaillent ou qui sont acteurs, qui jouent un rôle, je cherche l'expression, dans la base industrielle technologie de défense. Donc, typiquement, ce qui est directement lié à l'armement, mais aussi ce qui est lié aux technologies duales. Finalement, ont-ils conscience, finalement, de contribuer ou pas à la puissance d'un État, le leur ou d'un autre État, finalement. Quand nous avons des technologies que nous voulons les préserver, est-ce que c'est uniquement le droit qui doit nous dire de l'extérieur, cette technologie-là, vous ne l'exporterez pas? Ou est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose d'assez informel, mais qui existe dans certaines entreprises que nous avons en France, dans le monde aéronautique notamment, dans le monde pétrolier, nous avons une major et qui a conscience d'être une entreprise française. Et ça, c'est des choses qui jouent aussi dans la résilience française et qui n'est pas du droit, mais qui vont permettre de contrer aussi l'influence des autres. Mais jusque-là, sur ce qui est technique, les actions directes, on voit toute la fragilité de notre système actuellement dans lequel nous ne pouvons pas effectivement… voilà, il y a un tissu à créer, une résilience à faire et qui ne repose pas uniquement, je pense, sur des injonctions légales ou sur des actions ponctuelles, peut-être tendance raid cyber qui finalement pourrait se retourner contre nous aussi. Merci. Cela ouvre à la dernière question. Je vais essayer de la faire un peu courte. Si on revient juste sur les sanctions, y a-t-il selon vous des conditions selon lesquelles elles pourraient être considérées comme un acte de guerre plus classique du terme? C'est compliqué parce que ce n'est pas… Alors, en termes légaux, les sanctions ne sont pas forcément une déclaration de guerre, loin de là. Ce qui va jouer, c'est, je pense, la réaction de l'autre. Là, avec la Russie, nous sommes dans une situation très ambivalente. Là, je pèse un peu mes mots parce que nous avons bien vu quand un ministre a dit nous étions en guerre contre la Russie, il s'est vite fait rabrouer. On a dit non, nous ne sommes pas en guerre. En fait, nous sommes quand même co-belligérants. Nous contribuons à un conflit, mais nous n'y sommes pas directement. Et en quelque sorte, cette séparation, l'existence en quelque sorte d'un tiers qui fait la guerre pour nous, en quelque sorte, et qui paye un prix très fort, en quelque sorte, nous préserve. La crainte que tout le monde a, c'est de se retrouver effectivement face à face sur quelque chose de guerrier. La difficulté qu'on pourrait avoir concerne pas seulement la Russie, mais peut-être d'autres pays comme la Chine, qui en fait ont une pensée hybride, on peut le dire en termes de mélange guerre-économie. Et on voit que la frontière n'est pas forcément très nette. Quand la Chine conquiert, en quelque sorte, accroît sa zone économique exclusive en consolidant des atolls sur lesquels elle pose des pistes d'aéroports et autour desquels elle fait tourner des flottes de bateaux de pêcheurs ou pas que, on voit bien que finalement, on en a quelque chose de très hybride et de très ambigu. Et on voit bien que l'économie, finalement, n'est pas loin de la guerre. Et il suffit d'une étincelle. Et là, je pense que la différence, en fait, elle va se jouer là. C'est est-ce que les acteurs ont une retenue ou pas? Est-ce que les acteurs continuent à se parler à la table des négociations ou pas? Ce qui est plus facile pour nous à identifier, c'est les conditions économiques auxquelles nos sanctions vont marcher. Bon, ça, on peut arriver, c'est une condition économique dont le degré d'ouverture, vous l'avez compris, hein, des économies. Par contre, et ça rejoint peut-être votre question, lorsqu'on voit un peu l'effet des sanctions économiques, on regarde un peu ce que la théorie nous apprend, il y a une discipline qui a beaucoup de succès dans ce domaine, c'est la théorie des jeux. Mais la plupart du temps, la théorie des jeux part d'un principe, c'est que l'effet de nos sanctions sur l'adversaire vont être connus. On connaît quels vont être les gains et pertes de l'adversaire. Dès qu'on a pu cette information,
qu'on appelle des informations complètes et parfaites, en théorie des jeux. Dès qu'on opère une de ces informations, les choses deviennent beaucoup plus compliquées, d'où la nécessité de tenir compte de ce degré d'un certain degré de certitude beaucoup plus important dans notre théorisation. Et ce qui nous permettra peut-être de répondre de façon plus précise la prochaine fois à votre question. Merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir chaleureusement nos deux intervenants. Merci pour Et je vais passer la parole à Philippe Leroy, qui est à distance et de l'Association de l'armement terrestre et qui va faire la traditionnelle farewell address. Merci. Je voudrais remercier donc, au nom de nos deux associations, la 3A ETI-HEDN et l'Association de l'armement terrestre, remercier nos deux conférenciers. C'est un sujet qui est ô combien d'actualité et donc c'était très intéressant d'avoir un éclairage approfondi, parce qu'on entend dire beaucoup de choses, mais ça ne résulte pas forcément d'études très poussées. Et là, justement, vous avez bien étudié le sujet et c'était très intéressant de voir l'ensemble de cette analyse qui nous permettra de comprendre la suite de ce conflit qui probablement ne va pas s'arrêter tout de suite, malheureusement. Bon, en plus, alors vous nous avez offert un duo, je crois que c'est une première pour les séances Athéna. Quand le duo est harmonieux, c'est un résultat qui est encore plus intéressant. Donc un grand merci au nom de nos deux associations. Et, rendez-vous pour les prochains rendez-vous Athéna. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe, pour ces mots. Merci à tous. Et nous vous donnons rendez-vous pour le 20 décembre et nous serons à distance en direct de Toulon avec un partenaire qui est FMES, la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, et nous traiterons des enjeux des grands fonds marins. Bonne soirée à tous. Merci.